Le sport dans ma vie a commencé avec mon grand-père, qui était un homme un peu exceptionnel. Il avait été au régiment en 1850, en 1870, et né en 1850, et il a fait la campagne malheureuse de 70. Et il a continué son régiment. Comme il avait tiré un mauvais numéro, il en a pris pour 7 ans. Et cet homme, à l'époque, les Suédois avaient découvert la gymnastique. Ils l'imposaient à leurs armées, et ça a été copié par les Français. Et ce fameux grand-père-là a appris la gymnastique, tous les sports de combat. Enfin, c'était un athlète que j'ai pesé plus tard, parce que je savais qu'il était tuilier, briquetier. Il allait encaisser ses traites en courant. Et il faisait des kilomètres, il courait une journée entière, avec sans doute une petite chopine de blanc de temps en temps, un petit coup de blanc pour reprendre la route. Mais un jour, il s'est pointé la tête dans l'herbe, et puis il a monté les équilibres. J'emploie le terme parce que je l'ai appris après, mais il s'est mis tout droit, il a fait le poirier d'abord, et puis ensuite, il a monté sur ses mains et il a tenu les équilibres. Et il m'a dit, tiens, vas-y, fais-le. Alors moi, je me suis mis la tête dans l'herbe, puis mon gros derrière est parti, enfin, j'ai tout loupé. Et plus tard, quand je suis arrivé à Vincennes, à mon adolescence, on m'a inscrit dans un club de gym. Et là, j'ai découvert ce que le grand-père avait fait à 79 ans. Alors, j'étais un petit peu ébahi quand même, rétrospectivement, malheureusement. Et il a disparu 2 ans après m'avoir appris ce truc-là, que j'ai jamais réussi devant lui d'ailleurs. Et voilà comment a commencé ma carrière sportive. Alors à Vincennes, donc, j'étais inscrit au Pétro à la gym. On faisait de l'athlétisme, on faisait du foot. Et je me souviens d'avoir disputé un championnat de France de gym au stade de Colombes. Et j'ai couru sur la piste du stade de Colombes. C'était un événement à l'époque. C'était le grand stade de France à l'époque. Et puis alors, petit à petit, j'ai suivi. Partout où j'ai été, j'ai toujours fait du sport. Je me suis acharné à en faire parce que quelquefois c'était difficile. C'était en 1947, en 4e, au cours complémentaire Paul Joson, à Fontainebleau. Nous avions eu l'année passée 2 professeurs hommes, ce qui était très rare à l'époque. Un monsieur D, qui était très british, toujours en costume 3 pièces croisées, avec chapeauté l'hiver, avec des gants beurre frais, des guêtres, sur des chaussures particulièrement bien cirées. Et un monsieur Bongard, qui sentait un peu le placard, qui était petit, rondouillard, qui avait un pardessus noir très élimé, des chaussures poussiéreuses et éculées. 2 styles d'hommes, mais le même enseignement. Version, thème, lire, écrire, et surtout ne pas parler, ni en français ni en anglais. Et à la rentrée 47, la directrice nous a annoncé qu'un nouveau professeur d'anglais était nommé. Et on l'a vu arriver dans notre cours un matin d'octobre, une allure très décontractée, une démarche un peu chaloupée et des cheveux un peu mal peignés. Et dans la classe, on est entré en riant beaucoup et en espérant qu'on allait bien s'amuser. On était très excités. On s'est installé à nos pupitres. Lentement, sur l'estrade, il est monté, nous a longuement regardés et nous a dit « Mesdemoiselles, vous avez 5 minutes pour rire, vous moquer, parler et même vous déplacer, si vous le voulez. Et après, ce sera terminé. » Il s'est retourné, a écrit au tableau. Il tenait la craie entre le pouce et l'auriculaire, et un trou béant remplaçait ses doigts manquants.
ostensiblement, il nous dévoilait sa main mutilée. À ce moment-là, notre sang s'est glacé et nous n'avons plus du tout parlé. Il est descendu de l'estrade tranquillement, a marché dans les allées. Il redressait avec cette main mutilée un cahier sur une table, un livre ou une trousse. Et puis lentement, sur l'estrade, il est remonté. Il nous a regardés, il nous a dit « Mesdemoiselles, il y a quelques années, j'étais à Monte Cassino. » Et sur un autre ton tout à fait enjoué, il a dit « Allez, maintenant, il faut travailler. » Et ça a été un de mes meilleurs professeurs d'anglais. En plus, il m'a fait découvrir l'histoire, que j'ai beaucoup aimée. Et c'était notre héros de Monte Cassino. C'était M. Pelletier. Lorsque j'étais apprentie, je coiffais beaucoup de personnes et c'est ainsi que je suis rentrée en relation avec Madeleine. C'était une fermière, elle avait 2 filles et 10 ans de plus que moi. Et puis je suis allée travailler à Paris, mais toujours je revenais chez mes parents à la campagne. Un dimanche matin, ma mère m'a dit « Cette semaine, nous avons eu un drame dans le village. Henri, le mari de Madeleine, a été tué dans un accident de voiture en conduisant une dame avec son fils à l'hôpital. Henri a été enterré vendredi. Aussitôt, je me suis dit « Il faut que j'aille voir Madeleine. » J'ai pris mon vélo et je suis partie. En cours de route, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire ?» C'était une obsession. Mais malgré tout, c'était aussi un élan du cœur et je ne pouvais pas faire marche arrière. Il fallait que j'aille la voir. Quand je suis arrivée, elle rangeait des vêtements et lorsqu'elle m'a vue, nous sommes tombées dans les bras l'une de l'autre et nous avons pleuré ensemble. Depuis, nous avons toujours été les meilleurs amis du monde et cela dure depuis près de 60 ans. Mais lorsque je suis arrivé à Vincennes, c'était à l'époque de l'exposition coloniale. Et cette exposition coloniale avait un succès sans précédent. Les pavillons de tous les peuples coloniaux étaient installés, entre autres celui de la Hollande, avec toutes les richesses de l'Indonésie. Et ce pavillon a brûlé par un accident, et il a brûlé une collection de papillons extraordinaire, inchiffrable. Mais ce qui m'a le plus chiffonné dans cette exposition, c'est le spectacle imposé aux Africains qui avaient été amenés là, dont on avait reconstruit les villages, et qui étaient là avec des pirogues sur la pièce d'eau, là, à se promener lamentablement. J'ai été vraiment choqué par cette exhibition. J'étais choqué. À 1942, les Allemands ils nous rasaient complètement, on n'avait plus rien, plus d'école, plus rien. Alors, les Allemands ils nous ramassaient, avec beaucoup de jeunesse évidemment, on était quand même insouciante. Ah, il faut dire ce qu'il y a, à 15 ans on est moins souciant qu'actuellement. Et puis ils nous mettaient dans les trains, et puis on emmenait en Allemagne, en Bielefeld, l'usine s'appelait Schneider. Et nous sommes trouvés avec les femmes allemandes qui ses maris, ils étaient à Russie au front. Et nous travaillions tous ensemble, étaient très gentils, très. Ils nous invitaient chez eux, ils nous m'ont offert des déjeuners, mais vraiment, on ne faisait pas de guerre, mais la vie était triste quand même, on ne mangeait pas beaucoup. Et puis
On était au propre, on était soignés. Voilà. Et puis, comme je travaillais, il y avait des Français, des Hollandais, des Polonais et des Russes dans cette usine. Et puis j'ai connu un Français, on sortait, et puis voilà, il a annoncé, quand la guerre était finie, on était mariés avec curé américain. et, et puis, ça compte pas en France. Quand on est arrivé en France, il fallait se remarier. Oui, parce que ça compte pas. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'étais heureuse en France. On est parti avant la débâcle. Avant la débâcle, parce que ma mère travaillait en l'usine. Elle était dans les Pyrénées. Mon père travaillait en usine. Lui, il était dans les Charentes. Et puis, il fallait nous mettre quelque part. Or, c'est cette dame qui habitait au-dessus, là, une Corse, qui nous a emmenés. Ma sœur et mon, comment ça s'appelle, mon frère. Et puis elle a emmené 2 de ses enfants, puisqu'il y en a un qui est sur la photo, il travaillait déjà. Et puis on est parti là-bas avec la fille d'une amie qui était déjà partie, une amie à elle qui était partie déjà à Trégnac. Et on a fait le voyage, c'était pas comme maintenant, hein. C'était des banquettes en bois. Puis en haut, il y avait des filets pour mettre les bagages. C'était les plus petits et les moins lourds qui dormaient dessus. Puis on dormait tous sur les... Alors, on avait été jusqu'à Uzerche, où on a changé de train. Et puis on se lavait sur le quai, dans une eau qui était glaciale. On a pris une Micheline après pour aller jusqu'à Ussel. Et à Ussel, après, on a pris un tortillard parce que c'était vraiment avec le poêle au milieu du wagon. Hein, il y avait. Et puis, il fallait pas compter d'aller vite. Ça marchait un peu. Des fois, nous, en riant, en lui disant, on va descendre et puis on va pousser le train. Et on est arrivé à Trégnac, où là, on était à l'abri de rien du tout, sauf de voir les pauvres soldats qui passaient devant chez nous tout en loc, c'est le moment de le dire, qui demandaient un peu à manger ou un verre d'eau. Et puis on est resté jusqu'au mois de... Je me souviens plus si c'était novembre, ou octobre ou novembre, je ne sais pas. Il y a un des deux. Pendant la guerre, nous avions tout de même des distractions. Et dès les années 40-41, un monsieur est venu chaque semaine faire une projection de cinéma dans un café qui s'appelait Jérôme. La salle était au premier étage, au-dessus d'une écurie où il y avait 2 ou 3 chevaux. Il y avait un vieil escalier en bois. Les gens faisaient la queue dans l'escalier. Et alors, ce qui était drôle, c'est que pour les enfants, il y avait des bancs devant l'écran. Et puis, derrière, quelques chaises. Mais comme les spectateurs étaient nombreux, beaucoup de personnes venaient et portaient leurs chaises au-dessus de leur tête pour être sûrs d'être bien assis dans la salle. Alors, les enfants devant, sur les bancs, faisaient énormément de chahut. Et puis, on entendait une voix qui criait « Silence !» Et puis, après, quelquefois, le film se coupait. Alors, tout le monde criait « Remboursez ! Remboursez !» Alors, pour nous, les enfants, le cinéma, c'était autant pour voir le film, mais surtout, c'était pour s'amuser entre nous. Et j'ai été très étonnée quand j'ai su que dans les villes, il y avait des salles où chacun s'asseyait et regardait l'écran sans dire un mot. Il faisait un temps splendide, magnifique, de fin août. Et 2-3 jours avant, j'avais une de mes petites camarades d'école, d'enfance, qui m'avait dit, mes parents ont reçu quelques pommes de terre. Pommes de terre, c'était de l'or. À l'époque, on n'avait rien à manger. Hein, parce que pendant l'occupation, on a eu froid, les hivers très froids, ils ont été rudes. On a eu très faim. Il n'y avait pas grand-chose à manger, même avec les tickets, il n'y avait rien. Et on a eu peur. Bon, ça, c'est la guerre. Hein. Et puis donc, les pommes de terre de mon amie Lily, je me dis, faut que tu viennes les chercher à Vincennes. Et ma mère et moi, nous habitions Colombes, c'est-à-dire, vous voyez, nord-ouest Colombes et sud-est Vincennes. Bon. Alors je prends mon vélo, comme il faisait une journée magnifique, je prends mon petit vélo, fin août, là.
Et je pédale. Mais alors Paris, tous les volets fermés, personne dans les rues, pas un magasin d'ouvert, à part le beau temps, sinistre, vraiment sinistre, personne. Alors bon, pédale, pédale. Et puis moi, toujours, j'aime l'histoire, non pas pour ce qui a été fait, mais intéressant, quoi. Alors je me dis, je vis une journée historique, on sait que Leclerc est aux portes de Paris, dans le sud, que les Américains sont à quelques kilomètres de Paris, à l'ouest, et que les Allemands sont en débandade. Alors donc, quand on va voir Paris, mais apparemment, à Paris, rien ne se passe, tout est calme. De temps en temps, un volet s'ouvrait, une tête apparaissait, regardait à gauche, à droite, refermait tout de suite, et puis voilà. Personne dans les rues. Dans les portes cochères, des gens de temps en temps m'appelaient « Qu'est-ce que vous faites dans Paris? Aujourd'hui, vous ne savez pas, c'est la libération, les Alliés sont tout proches. Arrêtez, il ne faut pas vous promener comme ça, qu'est-ce que vous faites ?» Je disais « Je cherchais des pommes de terre. » Puis bon, puis je repartais tout de suite. De temps en temps, une voiture allemande, avec les gars comme ça. De temps en temps, mais longtemps après, ça dépendait. Une voiture de résistants, ou aussi mitrailleuse, comme ça, qui regardait. La petite jeunette en vélo et en robe à fleurs. Bon, en se disant, elle doit être un peu dingue. Alors, je passe par la République pour aller à Vincennes, la place de la République. Ça passe, personne, rien. Je reviens 3 heures après. Des barricades partout, autour de la place de la République. On ne pouvait plus rentrer dans la place. Barricades sur les avenues, le grand boulevard, partout. Alors, il y a un des gars derrière sa barricade qui me dit bah, « Si vous voulez, vous allez comme ça, c'est pas le moment de se promener dans Paris. » Oui, c'est vrai. Il me dit « Passez plutôt par le nord, ce sera plus calme parce que les Alliés et les Leclerc vont arriver par le sud et l'ouest plutôt. Allez vers le nord. » Alors bon, j'arrive. J'enjambe un grand pont où il y a toutes les voies ferrées de la gare du Nord qui passent. Ça débouche sur une petite rue. Sur cette petite rue, il y avait donc des immeubles, comme à Paris. Et à un moment donné, il y a des fenêtres du premier qui s'ouvrent et des Allemands. Nicht da, Fraulein, nicht da. Ça voulait dire, j'avais fait de l'allemand en première langue il y a 3-4 ans avant, commencé. Et ça voulait dire, pas par là, mademoiselle, pas par là. Moi, je continue. Et les Allemands faisaient leur paquet parce que c'était la grande débandade pour eux. Hein. J'arrive au coin du boulevard et de cette petite rue. 3 Français allongés dans leur sang par terre et les Allemands avec leurs fusils encore. Ça venait de se faire. Ah, moi, ça m'a... Comme ça, hein. Il fouille mes pommes de terre, quelquefois que ce soit des armes. Je me dis, il ne fait pas bon vraiment se promener dans Paris, non. Hein, vraiment, ça me refroidit bigrement, les pauvres gars. J'ai fait mon service militaire et j'ai intégré une école d'élèves officiers de réserve. Et là, il m'est arrivé d'être choisi pour ouvrir le bal avec la fille du général qui dirigeait l'école. Je vous avoue que ça me gênait beaucoup, j'étais très perturbé parce que je ne savais pas danser. J'en ai parlé chez moi. La grand-mère m'a dit, mon petit, tu dois assumer, on t'a choisi, il faut le faire et c'est tout. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Les camarades de l'école étaient prévenus, savaient que je ne savais pas danser, et je leur avais demandé de m'aider, donc de venir vite, pour qu'on ne voit pas longtemps la carence que j'avais. Et ça s'est passé en gros comme ça, sachant qu'au moment où on m'a présenté la jeune fille, je lui ai dit, je vous prie de m'excuser, mais moi je ne sais pas danser, alors ça ne va pas être très amusant pour vous. Elle m'a dit, bah, écoutez, je suis obligé de vous dire la même chose, parce que moi non plus, je ne sais pas danser, c'est mon père qui m'a dit, tu feras ça, et point final. Eh bien on s'est bien débrouillé, personne n'a rien vu. Tout s'est bien passé, les camarades sont venus autour avec leur fiancé et ont bien dissimulé les pas que nous faisions. Le maire précédent, Maître Pajot,
en 58, revenant de voyage, j'étais passée par Constance, en Allemagne, et on parlait déjà de jumelage. Et il s'était dit, c'était une très belle ville, il ne se trompait pas, ça serait bien pour Fontainebleau. Il a commencé, puis les élections ont fait qu'il n'a pas continué. Donc M. Serramy, maire, professeur d'allemand, a tout de suite adopté cette idée de faire un jumelage avec Constance. Il m'a gardé un jour, il est arrivé à 12h15, j'étais encore à mon bureau. Surtout ne partez pas, j'ai à vous parler. Tiens. Il me dit, au bout d'un quart d'heure, il m'appelle, il me dit, ben voilà, nous allons nous jumeler avec Constance et je voudrais savoir si vous accepteriez d'en faire le secrétariat bénévole. Oui, monsieur, pas de problème. Pas de problème, mais je déjeunais ce jour-là chez mes parents. La guerre de 70 avait beaucoup marqué, la guerre de 40 également, la guerre de 45, même chose. Donc, pas de problème. J'ai mis beaucoup de temps pour aller de la mairie à la rue des Sablons, parce que je me demandais bien comment j'allais annoncer ça. Et ma mère, qui ne disait jamais rien, mon Dieu, pas un mot plus haut que l'autre, me dit « Oh, ma petite fille, tu n'es pas raisonnable. Je t'avais préparé un rôti, il est complètement rétréci. » Et j'ai dit « C'est pas de ma faute, c'est de la faute du maire. » Il m'a demandé de rester, il m'a demandé si j'acceptais d'être secrétaire bénévole pour le comité de jumelage qui va se créer, puisque Fontainebleau et Constance vont se jumeler. Et mon père se trouvait dans mon dos, il a répondu « Tu as dit quoi ?» Je me suis retournée d'une pièce, je l'ai bien regardé dans les yeux, j'ai dit oui. Il m'a dit, les larmes aux yeux, « Tu as bien fait, ma fille, si ça peut éviter la guerre. » Et c'est dans cette idée-là que j'ai travaillé et que je travaille encore, parce que je me dis que quand des jeunes se connaissent, c'est quand même pas possible qu'ils aillent se tuer, comme on l'a vu à toutes les guerres, et plus particulièrement en 40 en Normandie, où mon mari était jeune homme, et il racontait des choses qui ont été terribles. Donc, réunir les gens, c'est mon but. C'est mon but dans les petites choses. C'est mon but aussi dans les grandes choses. Tom a 8 ans. Mon petit-fils, quand il y avait des vacances, on partait faire une visite quelque part dans Paris. Et on est parti au Louvre. Et puis, on a commencé à visiter. Et à un moment, je lui dis, tu sais, j'ai dû encore me tromper parce que on se perd au Louvre. Hein. Alors, il me dit, bon, ben, mamie, t'as qu'à m'attendre devant, là. Et puis, moi, je vais aller voir le monsieur. J'ai vu un monsieur qui donne des renseignements. Ben, je lui dis, bon, elle me dit, tu bouges pas. Ben, je lui dis, non, je bouge pas. Je ne bougerai pas. Il est parti. Puis, au bout d'un moment, il est revenu en courant. Et puis, il me dit, ben, ça y est, je l'ai. Il faut on passe devant les Samothraces. Elles étaient devant nous. Il me dit, on prend la grande galerie, puis on tourne à droite. Et puis là, on va trouver la Joconde. Alors, on est reparti comme ça. Alors, on regardait les tableaux en passant, et puis on est parti s'installer devant la Joconde. C'est vraiment son... Puis on est rentré tranquillement après avoir fait tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui ne connaissent pas leurs grands-parents, soit parce que il y a des dissensions familiales, des divorces, ou l'éloignement. Donc, ils ne savent pas ce que c'est qu'une personne âgée. Alors, je crois qu'effectivement, les recevoir pour un goûter, pour un jeu, ça leur fait du bien, ça les sort de chez eux, d'abord, et puis ça apporte aussi aux personnes âgées. Parce qu'un enfant, c'est tout d'une pièce, et ça dit les choses comme ça le pense, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils apportent le sourire, la joie de vivre, dans des lieux où quelquefois c'est pas très facile. Je crois que, oui, aimer les autres, les enfants le font instinctivement. Beaucoup l'ambiance des fermes. Ah oui, j'aimais beaucoup. Puis l'ambiance des petits villages, c'était sympa. Et on a vu une cousine aussi, la cousine germaine de ma mère et de mes tantes, vous m'arrêtez, hein, qui était dame patronesse numéro 1 du diocèse de Langres.
Alors elle, c'était monsieur le curé qui venait très souvent, et puis les vieilles filles du village, etc. Et puis les dames aussi, parce qu'il y avait 2-3 petits châteaux là, dans le village également. Alors des dames avec des chapeaux 1900, avec le ruban pour maintenir la peau du cou qui s'affaisse, d'un certain âge comme moi, quoi. Et puis elles venaient souvent, et vive, mademoiselle Laurence, vive. Moi, ça me faisait rigoler, gamine que j'étais, avec mes petits copains, copines. C'était des petites dames, le petit doigt en l'air, quoi. À une certaine époque, donc avant-guerre, vous aviez toutes les rues étaient pavées, et pavées des fameux pavés de grès de la forêt. Hein. Alors, ce qui fait que vous aviez certains bruits. Enfin, il y avait peu de véhicules automobiles. Vous aviez des véhicules soit hippomobiles, soit des charrettes à bras. Et toutes les roues de ces charrettes, de ces voitures, étaient cerclées de fer. Ce qui fait que quand ça roulait sur les pavés, vous entendiez bing, bang, 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 bang. Vous aviez le boulanger de la rue des Pins, qui passait avec sa voiture pour livrer le pain, et il avait son cheval, quoi. Alors vous aviez aussi les petites voitures à bras des maçons, des voitures à bras des couvreurs, vous aviez aussi des petites charrettes à 3 roues, c'était les blanchisseuses qui allaient livrer leur linge. Hein. Et puis vous aviez toutes sortes d'autres bruits, surtout les cris des petits métiers. Vous aviez le vitrier. Vitrier. Vous aviez le marchand de peau de lapin. Qui vous achetait une peau de lapin pour 10 centimes. Alors à ce moment-là, on disait 5 sous. Hein, parce qu'on comptait encore en sous. Hein. Alors vous criez peau de lapin. Et puis vous aviez aussi les marchands de cressons qui venaient des cressonnières de Montargis. En voulez-vous, mesdames, du cresson de Fontaine à 10 sous la botte? Vous aviez aussi attendez voir ils vendaient des fauteuils. Alors il avait une grande charrette, où il avait des fauteuils, des paniers, et il criait joli panier, joli fauteuil. Vous voyez, tout ça, c'était et puis vous aviez aussi des chants, les peintres, sur leur échafaudage, ils chantaient. Maintenant, on met le transistor. On ne se casse plus la tête. Hein. Le clairon de la caserne, le matin à 6h, soldat, lève-toi, bien vite. Vous aviez à midi la soupe, c'est pas de la soupe, c'est du ratin. Puis vous aviez le soir l'extinction des feux. Ah oui, il y a une cloche que j'oubliais, tiens. C'est celle du fontainier. Parce qu'à Fontainebleau, enfin comme dans toutes les villes, il y avait un fontainier qui s'occupait du réseau des eaux. Et alors quand il y avait un incident, il passait avec une cloche en disant « Attention, puisez de l'eau parce que dans votre coin il y a une fuite et il faut qu'on la répare, donc pendant un certain temps vous n'allez plus avoir d'eau. » Aucun n'avait le téléphone. C'était le bougna. On téléphonait chez le bougna. Et alors, on disait, je Fredo, je suis comme ça. Alors Bougna, il se mettait dans la cour, Fredo. Puis alors Fredo, il descendait pour aller au téléphone. Mais des fois, Fredo, il remontait pas parce qu'il tapait le carton. D'abord, le respect des autres, la charité, l'ouverture sur les autres, de ne pas juger. Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. Avec la volonté, on peut réussir des choses extraordinaires. J'étais enfant de chœur au Carmel de Fontainebleau. Tous les matins, 7h, la messe. Hein? Et 7h du matin, pour un gamin de 8 ans, 9 ans, c'est pas marrant. Et je me souviens qu'une fois, et c'est mon père qui est venu me réveiller en me disant « Lorsqu'on a promis, on tient ». Je remercie ma grand-mère de m'avoir appris l'humilité.
J'étais bon en classe, c'est vrai, grand. Je plaisais aux filles. On a de quoi se monter la tête et devenir complètement imbuvable. Et bien, ça n'est pas arrivé. Elle a pris garde de me mettre loin de ces bêtises-là. J'ai toujours été animée par une forme de curiosité. J'ai toujours eu envie de découvrir davantage et d'aller plus loin. Donc, mon métier de coiffure m'a donné une ouverture sur le monde, parce que les clientes venaient un petit peu de tous les horizons sociaux. Et lorsqu'on sait écouter, on apprend beaucoup de choses. Ce que je conseillerais aux jeunes et aux familles de jeunes, c'est de diriger leurs enfants vers le sport. Ça donne un équilibre à l'individu, mais j'ai réussi à transformer des enfants dans leur famille, rien que par le sport, hein, en ayant convaincu les parents qui venaient me voir en me disant « mais vous avez raison, depuis qu'il fait du sport, à l'école ça marche mieux ». C'est pas un secret, hein, mais enfin c'est à répéter quand même, le plus souvent possible. D'abord d'être en sympathie avec les gens, de s'aimer les uns les autres, de ne pas se regarder comme ça et pas de guerre. Mon Dieu! Nous, on l'a vu de près, hein, la guerre par moment, hein, avec des morts et des blessés tout proches. Hein. Ouais, si, faut aimer la vie, quoi. Ouais. Évidemment, la vieillesse, c'est moins rigolo, hein. Ça, on s'en passerait. Enfin bon. Il faut bouger, il ne faut pas que réfléchir, il faut bouger, il faut agir. Et surtout, avoir beaucoup de respect pour les autres, ne pas se laisser aller à ce que l'on voit de temps en temps. Le respect, c'est ce qui compte le plus. Le respect des autres permet une vie confortable, une vie heureuse, comme celle que nous vivons quand nous respectons ça. Et puis surtout, il y a aussi la volonté et le travail. Travaillez, amusez-vous et essayez toujours de vous enrichir intellectuellement, spirituellement, enfin avoir une vie complète. Il faut être sincère, il faut être courageux, il faut être se forcer, bien sûr. Enfin, des fois, même quand on n'a pas envie, il faut y aller. Faut y aller, et puis, bon. Et puis, toujours le faire avec un... Bon, je voulais dire, le mot est peut-être grand, mais avec amour. Qu'à partir du moment où l'on aime, bah, on ne se bat plus, on ne vole plus, on ne dit pas de mauvaises choses. Hein, je crois que c'est ça. Voilà. Ah, ce que je viens de dire là. Oui, regardons. Bah, c'est parfait. Bon voilà, on finit sur le sport, c'est bien. On finit sur le sport. Qui c'est l'ingénieur du son? C'est le monsieur aux oreilles? J'espère que moi. Et j'y crois. J'ai un but, celui de continuer le plus longtemps possible. Non, quand même pas.